à tous, on est maintenant à la deuxième émission de Micro-Info. On va pouvoir regarder ensemble dans cette émission qu'est-ce qu'on peut faire avec un micro-ordinateur au niveau du montage vidéo. On va regarder peut-être comment on peut créer une vidéo de mariage en se servant de quelques petits effets. On peut aussi toucher au niveau des vidéos corporatifs ou même des vidéos humoristiques. On regardera aussi au niveau de l'autoroute électronique. Tout le monde en entend parler maintenant, on démystifiera un petit peu plus qu'est-ce que c'est vraiment cette autoroute électronique-là, comment on peut y accéder. Et ensuite, on regardera avec Claude au niveau de Windows 95, l'analyse qu'il en a fait et on pourra voir exactement qu'est-ce qu'il y a de bon ou de pas bon à l'intérieur de ce nouveau système d'exploitation. Alors, on se rejoint dans quelques instants. Dans la capsule nouvelle de cette semaine, on a quelques petits gadgets à vous présenter. Le premier, j'aimerais que François, tu nous en parles un peu. Je crois que c'est de la compagnie Creative, un nouveau produit qu'ils vont mettre en marché, 3D Blaster. Oui, bientôt, Creative Lab va mettre sous marché la 3D Blaster. Ça, c'est une carte accélératrice 3D. C'est-à-dire qu'on connaît déjà les cartes accélératrices 2D pour, mettons, avoir un Windows plus rapide. Mais maintenant, les cartes accélératrices 3D, ça va être surtout pour les jeux. Et ça devrait être disponible d'ici le mois de novembre. En version 4.86 et après en janvier pour Pentium. Ça fait quoi, ça, dans la vie de tous les jours? Ça permet de quoi de plus? Ce qui va être bien, c'est que les jeux qui actuellement sont lents sur des Pentium, parce qu'il y a des jeux qui sont quand même lents sur des Pentium, avec ces cartes accélératrices-là, ainsi que sur les 4.86, ça va permettre d'accélérer les graphiques 3D, tout ce qui est genre l'affichage, exactement. Et puis, ça va être autour de 349 $ US, avec des jeux, évidemment. Ça va être très intéressant. On avait des cartes d'accélération graphique Exactement. Pour ceux qui faisaient du traitement de texte ou du desktop publishing ou de l'édition électronique. Puis comme c'est Creative Lab qui va instaurer ce standard-là, on est en mesure de leur faire confiance. Ils l'ont fait avec Sound Blaster. Généralement, on peut s'attendre à des bonnes choses des autres. Au niveau des autres nouveautés qu'on a cette semaine, j'aimerais vous montrer un peu où ça en est rendu au niveau des cartes PCM-CIA. Les cartes PCM-CIA, ce sont de petites cartes électroniques comme celle-là qu'on insère à l'intérieur d'un ordinateur dans le but d'augmenter sa puissance, d'augmenter sa caractéristique. Grosso modo, ce que ça fait, ces petites choses-là, c'est surtout fait pour les laptops, les portatifs, les ordinateurs portatifs. Et on peut retrouver dans ces petites capsules-là, la première que j'ai avec moi, c'est une capsule qui possède 8 mégabytes d'informations. Des informations qui normalement se retrouvent sous forme de puces. J'ai aussi un autre exemple avec moi que j'aimerais vous montrer. Je vais aller le chercher dans l'ordinateur plus précisément. C'est ce qu'on appelle un fax modem. Grosso modo, les fax modems jusqu'à maintenant permettaient de faire de la télécommunication avec un système ou un réseau. Maintenant, et c'est généralement des boîtes qu'on retrouve à l'extérieur qui sont quand même assez grosses. Alors, ce que j'ai ici comme tel, c'est vraiment un modem aussi complet qu'un modèle externe que vous pourriez avoir, dans lequel on peut brancher le connecteur de téléphone, on insère ça dans l'ordinateur et on a maintenant la possibilité avec un portatif de faire de télécommunication par modem. J'ai un autre exemple ici de petite carte PCM-CIA qu'on peut insérer à l'intérieur. C'est une carte de réseau Ethernet qui permet, encore une fois, de se brancher sur un réseau. Mais ce qui est à remarquer sur ces choses-là, c'est la miniature de l'électronique qui est à l'intérieur de ces choses-là. On a même, je n'ai pas eu l'occasion de l'avoir pour aujourd'hui, on a même des disques rigides qui sont disponibles. C'est quoi les grosseurs qu'on peut s'attendre comme disques rigides pour ça? Autour de 200-300 MB environ. 300 mégabytes d'informations sur quelque chose comme ça. Qui n'est pas plus gros que la carte que j'ai dans les mains? Wow! Au niveau maintenant des CD-ROM. Il existe des CD-ROM qui sont sur le marché depuis un certain temps, des 2X, 3X, 4X. Dites-vous qu'il y a maintenant de disponible un CD-ROM 8X. 8X, ça veut dire quoi, vite, pour situer peut-être les gens, parce que c'est quand même assez nouveau, ce genre de choses-là. Sauf que ça fait quoi? Ça mange quoi en hiver? Ouais, pour expliquer rapidement ce que c'est que les X, là, un X, c'est les premiers CD-ROM qui sont sortis, lesquels étaient capables de lire à peu près 150 000 caractères à la seconde. Alors, un 2X, c'est 2 fois la vitesse. Un 3X, on garde ça pour les vidéos. Le 3X. C'est ça, c'est les vidéos, ça touche pas l'informatique. 4X, c'est 4 fois la vitesse. Normalement, des 5X, on en a vu dernièrement environ 300 $. Et comme tu viens de le mentionner, les 8X viennent de sortir. On n'a pas les prix encore. En fait, plus j'ai de X dans mon CD-ROM, c'est plus il sera rapide. C'est ça. Plus, chaque X représente environ une lecture de 150 000 caractères secondes. Et au niveau des jeux, François, est-ce que ça change quelque chose d'avoir un 2X, 3X, 4X?
Bien, entre un 2X et un 4X, oui, ça va commencer à changer quelque chose. Parce qu'un jeu qui est lent sur un 2X va être nécessairement plus rapide sur un 4X. Mais si un jeu est déjà rapide sur un 2X, il ne sera pas plus rapide sur un 4X. C'est quoi le minimum qui est nécessaire pour fonctionner généralement la majorité des jeux qui sont sur le marché? On s'en va vers le 4X assez rapidement. Donc, quelqu'un qui veut jouer avec son ordinateur s'équipe d'un CD-ROM 4X? Oui, maintenant, c'est nécessaire. Puis je pense d'ailleurs qu'il y a même, puis on peut se permettre un petit peu plus élevé. Si le prix n'est pas beaucoup plus élevé pour un X supplémentaire, on peut aller chercher quelque chose, un 5X par exemple, dans les alentours de... 300 $, c'est encore très abordable. Bon, bien, je crois que c'est assez intéressant. Alors, c'est tout pour la capsule nouvelle cette semaine. On va passer à la prochaine. De plus en plus, les gens qui possèdent un ordinateur possèdent aussi un magnétoscope ou même une caméra. Ces gens-là aimeraient bien pouvoir faire du montage vidéo à l'aide de leur ordinateur dans le but d'agrémenter un peu ce qui a été filmé. Il y a deux méthodes de montage vidéo qui existent, qui sont reconnues sur le marché actuellement. La première est la méthode dite analogique. C'est une méthode qui existe déjà depuis un certain temps et l'ordinateur, dans ce genre de montage, ne fait que rajouter par-dessus un signal vidéo un titre ou un graphique et le signal ne fait que passer à travers l'ordinateur pour être réenregistré sur un second magnétoscope. C'est une méthode qui est portée à disparaître parce que maintenant, la méthode utilisée est la méthode dite digitale. Dans la méthode digitale, le fonctionnement se fait avec une carte de saisie, une carte dite de capture qu'on insère, qu'on rajoute à un ordinateur. Et cette carte de capture va saisir tout le signal vidéo et le mettre sur un disque rigide. Et un logiciel d'édition nous permettra d'apporter les modifications aux vidéos qui ont été capturées. Le problème qui vient avec les cartes de capture, c'est au niveau de la compression. Parce qu'en vidéo, si on capturait sans compression tout ce qu'il y a sur une cassette, on aurait besoin de performances des alentours de 30 mégaoctets à la seconde, sachant que les bons disques durs n'en font qu'environ 1 mégaoctet à la seconde, les meilleurs 5 ou 6. C'est à ce moment-là qu'on fait intervenir des méthodes de compression dites JPEG ou MPEG. La majorité des cartes qui sont disponibles sur le marché maintenant utilisent ces types de compression-là. Une des caractéristiques de cette compression-là, c'est que la détérioration est presque pas visible. En fait, c'est vraiment d'ailleurs ce qui différencie un système moins dispendieux d'un système beaucoup plus dispendieux. C'est sa qualité de digitalisation qui va déterminer la qualité du résultat final qu'on aura fait avec notre kit de montage vidéo digital. Le produit que j'aimerais vous montrer aujourd'hui pour vous donner une idée de ce qui est possible de faire avec un compatible IBM dans ce domaine, c'est le produit qui s'appelle Miro Video DC1. C'est un système qui roule sous l'environnement Windows, donc pour compatible IBM. Ce qui est recommandé, c'est un 486 avec 8 MB de mémoire et un disque rigide sur lequel il y a de la place pour emmagasiner les images vidéo qu'on va digitaliser. Le prix de cet ensemble est d'entre 500 et 1000 $. C'est normalement disponible dans les magasins d'informatique de la région. C'est un logiciel qui, comme je l'ai mentionné, roule sur Windows. Et le logiciel qui est l'interface de graphique est le logiciel Adobe Premiere. C'est l'exemple qu'on va tester aujourd'hui. Alors, on va regarder ensemble un peu de quoi ça a l'air. On va voir s'il est vraiment possible de faire du vrai montage vidéo avec un kit comme celui-là. La première étape consiste à capturer le matériel sur le disque rigide. Alors, je m'en vais dans mon menu de capture et je peux voir à l'intérieur de mon écran VGA une section de l'écran qui est dédiée au matériel qui provient de mon magnétoscope. Alors, en démarrant le magnétoscope, je peux voir au moins une idée de mon image. Et lorsque je suis intéressé à capturer, je lui demande. Alors, présentement, je suis en train de capturer un matériel. L'image a arrêté sur mon écran, mais ça continue quand même à se digitaliser sur le disque. J'ai capturé un 10 à 12 secondes de vidéo. L'ordinateur est en train de le convertir en format digital actuellement. Aussitôt que la conversion sera faite, je vais pouvoir avoir déjà une idée sur mon écran vidéo de ce que j'ai digitalisé à partir de ma cassette. Ce qu'on voit présentement sur le moniteur vidéo, c'est ce qui a été capturé et qui est joué en temps réel par l'ordinateur. Je vais aller donner un nom à mon fichier pour le garder afin de l'utiliser dans ma fenêtre de construction. Après avoir capturé notre séquence vidéo, on peut la placer ici dans notre fenêtre de construction.
je vais placer une deuxième séquence qui avait au préalable été digitalisée un petit peu plus loin dans le but de faire un effet de transition. Alors ici, on voit qu'on peut déterminer l'endroit où on va placer notre deuxième séquence vidéo. Je vais ensuite aller chercher, parmi les effets qui sont déjà fournis avec le système, un effet d'une page qui tourne. Alors, je prends mon effet et je m'en vais le placer entre les deux séquences vidéo. Après avoir placé mon effet, je vois ici le son des deux séquences dans le bas de l'écran qui correspond aux deux séquences vidéo du haut. Je vais demander à mon ordinateur de calculer le résultat final. Il va me demander un nom de fichier. Et après ça, l'ordinateur commence à calculer le résultat final à partir des séquences vidéo que je lui ai données. Donc, après au moins 8 minutes de temps d'attente pour calculer le résultat final de mon 20 secondes de vidéo, j'ai présentement finalement le résultat final. Alors, on peut regarder tout de suite ce que ça donne sur mon moniteur vidéo. On va constater qu'il y a déjà un petit peu de sautement dans l'image. Je crois que la qualité est quand même assez bonne. Si j'avais plus de mémoire dans mon système, j'aurais probablement une image qui serait beaucoup plus fluide. Ce que je peux vous dire en conclusion, c'est que c'est un bon kit en bas de 1000 $. Probablement un des meilleurs choix dans cette gamme de prix-là. Il ne faut pas s'attendre à avoir de la qualité qui soit mieux qu'une qualité VHS, donc n'allez pas vendre vos productions, vous allez peut-être être surpris un peu. Mais pour faire vos montages vidéo, vos montages de voyage, je pense que ça pourrait être intéressant à utiliser. C'est une bonne approche au montage vidéo par ordinateur. On verra peut-être plus tard les kits de plus haut niveau, des kits professionnels qui coûtent évidemment beaucoup plus de sous. Qu'est-ce que l'Internet? Vous avez probablement tous entendu parler de l'autoroute électronique. C'est un sujet qui est assez d'actualité de ce temps-ci. On peut dire rapidement que l'Internet, c'est la partie informatique du réseau de l'autoroute électronique. C'est en fait un réseau qui existait déjà depuis plusieurs années, qui reliait les différentes universités ensemble, les universités, les centres de recherche, le gouvernement. Et c'est né que tout récemment, en fait, qu'il y a des logiciels qui sont apparus sur le marché qui ont permis aux gens de communiquer beaucoup plus facilement avec ce réseau-là, qui était quand même assez fastidieux de navigation. Il y a des outils comme Mosaic ou tout récemment Netscape qui permettent à des gens, un peu comme vous et moi, de pouvoir aller chercher toutes sortes d'informations, et je dis bien vraiment dans tous les domaines, sur ce réseau Internet qui est un réseau mondial. Un des avantages de l'Internet comme moyen de communication, c'est que c'est un moyen qui coûte pratiquement rien à utiliser. On peut avoir pour environ 30 ou 40 $ une utilisation mensuelle presque illimitée. En fait, c'est 30 ou 40 heures, ce qui devient finalement $1 de l'heure. Et à l'aide de ce réseau-là, on peut aller chercher des informations partout dans le monde. Ça ne coûte pas plus cher d'appeler chez notre voisin ou d'appeler en Australie ou au Japon. Alors, j'ai avec moi François, qui va nous démontrer quelques exemples d'utilisation de l'Internet. Qu'est-ce qu'on peut, par exemple, aller chercher sur ce réseau-là? François, rapidement, montre-moi donc un petit peu qu'est-ce que tu as été chercher pour nous. Bon, cette semaine, je suis allé chercher quelques sites web inédits, intéressants. Comme tu l'as mentionné, Netscape, c'est devenu le logiciel le plus populaire là, actuellement. Tout le monde parle et utilise Netscape parce que c'est très simple d'accès. Comme là, ici, je suis allé chercher la page web du prochain film de James Bond, qui devrait sortir bientôt. Et justement, si je descends un petit peu ici, c'est écrit qu'il s'en vient le 17 novembre, j'ai des informations sur le film. Et à la fin, je peux aller chercher un sneak preview, c'est-à-dire un petit trailer du film, comme on dit en anglais. On le voit ici, je peux l'exécuter, on voit ça à l'instant. Ce genre de fichier-là est un fichier qu'on amène dans notre ordinateur et qu'on peut consulter? Oui, on doit aller chercher ce fichier-là. Bon, c'est un fichier de 4 MB, donc ça prend un peu de temps à aller chercher. C'est pas instantané, Internet, il y a la notion quand même de patience qu'il faut prendre là avec notion. Mais ça me permet quand même d'avoir une idée de de quoi aura l'air le film plus tard. Oui, c'est ça. C'est les premières images, la bande-annonce, si on veut. You were expecting someone else?
Bon, évidemment, ça, c'est un exemple de choses qu'on peut aller chercher au niveau du cinéma, mais est-ce qu'il y a d'autres types de sites qui pourraient peut-être intéresser les gens au niveau de la consultation? Parce que... Mais par exemple, on pourrait aller voir le Virtual Tourist, qui est un guide. Bon, comment j'ai trouvé ça, cette adresse-là? Eh bien, avec Netscape, on a ici plusieurs boutons. On a Net Search, qui nous permet de faire des recherches par mots-clés. Ça, ici, c'est l'interface que les gens ont chez eux pour communiquer sur le réseau Internet? Oui, c'est l'interface Netscape. Alors, quand je me déplace, je peux faire envoyer une requête avec un mot-clé, comme mettons, si je demande Virtual Tourist. Bon, j'aurais pu mettre juste touriste, mais là, comme je sais que le Virtual Tourist existe, ça va prendre moins de temps à aller trouver ça. Et lui, il va me sortir toutes les requêtes qu'il a trouvées avec, le mot virtuel, avec les mots virtuels et touristes. Bon, il me dit qu'il y a plusieurs informations, on en voit plusieurs. Moi, j'ai retenu le Virtual Tourist 2, il y en a plusieurs. Avec le Virtual Tourist, on peut zoomer et, mettons, on a la planète Terre, on peut choisir l'Amérique. On est dans l'Amérique, on choisit le Canada, et après, on choisit le Québec, pour voir qu'est-ce qu'il y a ici. Puis lorsqu'on passe comme ça d'une adresse à une autre, c'est pas un rebranchement qu'on a à faire, c'est à l'intérieur du logiciel où on sélectionne finalement la destination qu'on veut et le logiciel de télécommunication va acheminer à l'aide d'un réseau qui passe un peu partout à travers le monde jusqu'à l'ordinateur qui possède ces informations qui peuvent être... Oui, très loin aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle le web, le www, c'est World Wide Web, c'est-à-dire une toile d'araignée immense où on peut partir d'un point et aller à l'autre de plusieurs façons. Puis tout ça toujours pour $1 de minute? À peu près, oui. Comme ici, on voit la carte du monde qui est en train d'apparaître. Je vais, mettons, aller sélectionner l'Amérique. On peut l'interrompre pendant qu'il est en train de s'afficher? Oui, on peut aller, on peut couper, on peut faire diverses choses en attendant. Puis une fois rendu à l'intérieur de l'Amérique, ce qu'on fera, c'est qu'on ira chercher une province ou une ville précise. Puis quel genre d'informations que je peux m'attendre à trouver sur cette ville-là? Des informations d'ordre touristique et général, comme étant à Québec, on va voir que je peux aller chercher tout ce qui est en lien avec, mettons, Musée de la civilisation, le gouvernement du Québec aussi, etc. Donc, on peut plus finalement planifier un voyage oui, si on veut. À l'aide de ce genre de choses-là. Ça nous évite de marchander dans toutes les agences d'assurance puis de consulter les petits dépliants. C'est beaucoup plus rapide. On peut le faire au moins à toutes les heures de la journée, que ce soit le soir, la nuit, le matin, c'est possible. Oui, si à 3 heures du matin, on va aller aux Bermudes, on peut y aller. On peut y aller finalement artificiellement. Oui. Quel genre de site est-ce qu'on pourrait regarder ensemble au niveau de l'Internet? Quels sont des genres d'adresses que tu as retenues pour nous? Bien, en passant, Musique Plus a son adresse Internet actuellement. Bon, Musique Plus, la célèbre station pour les jeunes. Ils ont un site qui permet de sélectionner des vidéoclips, les voter, mettons, chaque jour, il y a le clip Internet de la semaine, de la journée plutôt, et les gens vont voter avec ce site-là. Puis, au niveau des jeux, je sais que tu animes une capsule qui touche les jeux. J'imagine que tu vas aller, on vient de découvrir un de tes secrets, tu vas aller chercher quelques informations sur l'Internet pour en parler aux gens? Oui, tout à fait. C'est comme ça qu'on procède pour vraiment avoir des informations. C'est où, cette adresse-là? Il y a plusieurs adresses. Pour une façon facile de trouver une adresse sur Internet, c'est tout le temps http://. Ensuite, on met www parce qu'on est sur le web. On tape le nom de la compagnie qu'on connaît. Comme mettons, moi, je vais aller voir Electronic Arts, qui est une grande compagnie de jeux. Je tape EA, qui est leur logo, si on veut, .com. Et là, on arrive directement à la page d'Electronic Arts. On voit ici qu'il y a plusieurs jeux qui annoncent. Je peux aller voir des démos de jeux, je peux aller chercher des démos. C'est quand même là très divers. Quel genre de moins un autre nom de compagnie qui fait des jeux qu'on pourrait peut-être avoir la chance de retrouver sur... LucasArts, Sierra. Quelle serait l'adresse pour LucasArts, par exemple? LucasArts, ce serait www.lucasarts.com. Ah, intéressant. Aussi simple que ça. J'imagine qu'on pourra faire des essais. Oui, au prix que ça coûte, je pense que ça vaut la peine. Alors, je vous conseille de faire des essais de votre côté, peut-être nous faire part des adresses que vous aurez trouvées, parce qu'on a, nous aussi, une adresse Internet auquel vous pouvez nous envoyer vos commentaires. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci, François. On a eu la chance la semaine passée de regarder ce de quoi avait l'air le nouveau Windows 95. On a pris le temps pendant la semaine de tester pour vous les différentes possibilités qu'il y a avec ce logiciel. Et on va demander à Claude de nous donner son point de vue sur ce qu'il a vu du nouveau système d'exploitation Windows 95. Alors Claude, c'est quoi? Ça donne quoi? Bon, bien Patrick, on va commencer par les mauvaises nouvelles, puis on va finir par les meilleures. Alors, première chose, c'est qu'on a testé la vitesse, comparée avec d'autres logiciels, notamment d'autres systèmes d'exploitation, Windows 3.1, Windows 3.11 et Windows 95. Finalement, il n'est pas plus rapide
Mais il faut dire qu'on l'a testé avec des logiciels qui existaient, c'est-à-dire des logiciels 16 bits et non 32 bits. Et probablement, lorsque les logiciels 32 bits arriveront, la vitesse pourra augmenter. Mais pour le moment, c'est Windows 3.11 Power Group qui est plus rapide en mode 32 bits par rapport à Windows 95. Dans Mais tous les une cas. petite différence, c'est pas majeur. C'est pas majeur. Non, non. On peut-tu dire, grosso modo, que c'est à peu près la même vitesse? C'est presque imperceptible. Fait que si je prends mon logiciel, que ce soit WordPerfect ou Excel, que j'avais déjà sur Windows, je le fais rouler, ça va rouler à peu près à la même vitesse sur le même ordinateur. Semblable. Mais on peut Semblable. s'attendre à mieux. Oui. Il y a un autre test qu'on a fait. Oui, on peut s'attendre à mieux quand les nouveaux logiciels spécialisés pour 32 bits arriveront. Bientôt? Sont attendus pour le mois de novembre, en même temps que la version française. Juste à temps pour Noël. Exact. On a fait d'autres tests aussi, avec de la mémoire. On a testé à 4 MB, ou 4 mégaoctets de mémoire vive, 8 et 16. Entre 4 et 8, il y a 4, c'est le minimum 4 qui est est le minimum exigé. recommandé par Microsoft. OK. OK? Mais entre 4 et 8 MB, il y a vraiment une augmentation remarquable de vitesse et ça vaut la peine d'aller à 8 MB par rapport à 4. Mais je peux quand même m'en servir avec 4? C'est ce qu'ils disent que ça roule dans 4? Ça roule dans 4, ça roule bien, la même vitesse que ce que vous avez à l'heure actuelle. Il n'y a pas de problème, ça n'augmente pas et ça ne diminue pas. Mais c'est passé de 4 à 8, mais dans l'autre cas aussi, dans le cas de Windows Power Group aussi, ça augmente beaucoup. OK. OK? De 8 à 16, ça augmente encore un peu. Pas dramatique, mais ça augmente. Mais une fois qu'on a atteint 16 MB, on atteint un plateau puis ça n'augmente plus de vitesse. Ça ne sert à rien finalement de monter plus que ça. Ça sert absolument à rien d'aller plus que 16. De 8 à 16, moi je dirais que c'est un luxe. Parfait. Puis de 4 à 8, c'est presque un nécessaire. Fait que je vais rajouter 4 MB dans ma machine, j'en aurai 8, puis je vais avoir un budget qui ne sera pas trop défoncé. Voilà. L'espace disque rigide que ça demande, ça... On peut s'attendre à 60 MB. Le 30 MB, c'est vraiment pauvre. 100 MB si vous avez un réseau, mais une soixantaine de MB sur votre disque rigide. Mais il faut dire que ça remplace le DOS, ça remplace Windows et beaucoup d'utilitaires qu'on avait avant. Ceux qui avaient Norton avant pour être capables, par exemple, d'aller voir, monitorer leur système et tout ça, n'ont plus besoin. Mais anyway, au prix que coûtent les disques rigides maintenant, on peut avoir des 500 MB pour pratiquement le prix d'un 300, d'un 400. À 300 $, vous avez un 850 MB aujourd'hui, il n'y a pas de problème. C'est pas trop un problème, mais il faut en avoir quand même assez. Oui. Au niveau des bonnes nouvelles, peut-être? Au niveau des bonnes nouvelles, le multitâche est vraiment intéressant et on va démontrer quelque chose dans quelques instants qui va nous permettre de le voir. Du vrai multitâche? C'est du vrai multitâche. C'est ce qu'on appelle du multitâche à temps partagé. Préemptif, qui était autrefois du multitâche qui prenait chacun leur temps. C'est-à-dire qu'une tâche devait finir avant que l'autre commence. Tandis que maintenant, c'est plus vrai. Donc, on peut peut-être avoir un petit exemple. Pour ceux qui veulent vraiment savoir c'est quoi du multitâche, vous ne pensez peut-être pas l'utiliser à ce niveau-là, c'est qu'on peut vraiment utiliser différentes applications en même temps. Pas juste imprimer ou aller chercher des fichiers par modem, mais vraiment faire des calculs, par exemple de l'animation en 3 dimensions ou d'autres traitements de données. Alors, on va prendre ici 4 tâches DOS. C'est ça. On a ouvert 4 fenêtres DOS. Normalement, DOS ne tourne qu'une fois. Maintenant, avec Windows 95, on va démontrer qu'on est capable de le tourner 4 fois. Et on va demander à Windows 95 d'aller lire le répertoire du disque rigide. Alors, le répertoire du disque rigide, dans chacun des cas, va se dérouler. On constate que les autres tâches, d'ailleurs, sont un petit peu ralenties, mais ils roulent quasiment à leur plein potentiel. Peut-être que la machine réorganise Elle divise son temps dans les 4 tâches, mais il faut quand même penser qu'on a un seul disque rigide. Et le disque rigide, lui, ne peut pas aller plus vite parce que je suis en Windows 95. Ça ne change pas la vitesse. Fait que pendant que je suis en train d'installer un programme, je pourrais peut-être en utiliser un autre. Sûrement, oui, sans problème. Ou encore, si vous ne faites pas affaire au même périphérique, vous allez avoir la même vitesse qu'habituellement. Au niveau de la sécurité maintenant, il disait qu'on pouvait peut-être se coucher un peu plus en paix lorsqu'on travaille avec un système Windows 95. Juste pour le fun, j'ai, en même temps que mes 4 tâches de Windows tournaient, mes 4 DOS, j'avais monté Excel et Microsoft Word aussi. Alors, je suis dans Excel, je suis en train de travailler, et supposons qu'Excel, à un moment donné, plante, comme on dit. Évidemment, ça arrive jamais, ce genre de choses-là. Mais des fois que ça arriverait. C'est-à-dire qu'on va s'entendre, ça arrive jamais quand c'est pas le temps. Okay. Hein? Alors, on va simuler une panne, contrôle alternate delete, tout le monde connaît ça. On dit que c'est Excel qui vient nous planter. Qu'est-ce qui se passe? L'ordinateur est en train de travailler présentement. On dirait qu'il garde en mémoire où il était rendu avec les autres tâches.
Et comme on peut voir, Excel est disparu, mais les autres tâches continuent comme si de rien n'était. Là, il y en a une qui vient de s'éteindre ici parce qu'elle avait terminé, mais on peut la relancer, puis vous allez voir que tout marche. Voici. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu as remarqués au niveau de la compatibilité des logiciels? Il n'y a pas trop de problèmes avec ça? À l'heure actuelle, j'ai pas trouvé d'incompatibilité pour le moment. Ce qui serait intéressant peut-être éventuellement, c'est de voir comment installer les choses, mais on n'aura pas le temps ce soir. OK, bien ça sera pour une prochaine rubrique. Alors, je vous remercie. On passe à la prochaine. J'espère que cette émission vous a plu. On a eu l'occasion cette semaine de regarder ensemble le montage vidéo assisté par ordinateur. On a eu l'occasion aussi de jeter un petit coup d'œil à l'autoroute électronique, plus précisément à l'Internet. On a communiqué sur différents sites pour voir un peu ce qu'il y avait disponible sur cet immense réseau. Et on a regardé avec Claude une analyse plus en profondeur de Windows 95. Alors, vous saurez peut-être un petit peu plus à quoi vous en tenir avec ce nouveau système d'exploitation. J'aimerais tout de suite faire une note. On n'a pas eu l'occasion, dans les 2 premières émissions, de toucher beaucoup à ce qui concerne la plateforme Macintosh. Ce n'est pas nécessairement volontaire, c'est plutôt un concours de circonstances. Les choses qu'on avait à démontrer, c'était sur la plateforme compatible IBM. On aura l'occasion, dans les émissions à venir, de toucher un peu plus à cette plateforme-là. D'ailleurs, je vous invite toujours à nous donner vos commentaires sur Internet avec l'adresse de l'émission. On regarde ça religieusement à chaque émission. François, qu'est-ce qu'on peut s'attendre la semaine prochaine au niveau de notre capsule jeu? La semaine prochaine, on vous parle de Command and Conquer, si tu préfères commander et conquérir, un jeu que Staline aurait sûrement aimé, et qui est actuellement le jeu le plus populaire. Maintenant disponible? Oui, maintenant disponible. Claude, au niveau des systèmes d'exploitation, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Bien, comme tu viens de le mentionner, Patrick, il faudra sûrement parler un jour de Macintosh. Et il faudra aussi parler de d'autres systèmes d'exploitation, comme Unix, ces systèmes-là, tout ça. Et on attend toujours les demandes, comme tu viens de le dire, sur Internet. Et dépendamment des demandes, on répondra aux demandes. Alors, je vous remercie beaucoup. À la semaine prochaine. Vive la vie, Tite va loin.